La France d'Emmanuel Macron étant en difficulté au Burkina Faso, au Mali et aussi face à une jeunesse de plus en plus hostile et déterminée à en finir avec la politique française en Afrique, fait appel à la Cour pénale internationale, la CPI, et au président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara pour lui venir en aide. Comme le dit si bien l'écrivain et politologue Isaac Pierre Bangoret dans son analyse, le même jour, c'est-à-dire le 25 janvier 2023, alors que la rencontre entre Macron et Alassane Ouattara a lieu, au même moment le procureur de la Cour pénale internationale envoie des émissaires en Côte d'Ivoire, pour, dit-on, ajouter des éléments d'enquête dans l'affaire Laurent Gbagbo contre la CPI. Alassane Ouattara se retrouve avec le président Macron à Paris le 25 janvier pour parler du Burkina Faso. Voilà que nous sommes toujours dans cet esprit de la conférence de Berlin où l'Afrique a été partagée sans les Africains. Ouattara parle du Burkina Faso sans des représentants du Burkina Faso, parce que le Burkina Faso est en train de demander le retrait des troupes françaises au Burkina, comme le Mali l'a fait, parce qu'au Mali, les troupes françaises commandaient l'espace aérien. Assimi Goïta nous l'a dit, le président Assimi Goïta, ces avions ne pouvaient pas décoller pour attaquer les terroristes sans la permission de l'armée française. Et quand on avait besoin d'eux, ces derniers ne venaient pas en aide aux soldats maliens. Et les avions qui devaient porter les soldats ne pouvaient porter que 4 soldats sur au moins 2000 soldats qui étaient à terre pour aller s'attaquer aux troupes terroristes. Et donc, ils ont trouvé que le partenaire français n'était pas intéressant et ils ont choisi le partenaire russe. C'est Assimi Goïta qui nous le dit au Mali. Au Burkina Faso, on constate les mêmes choses. Des femmes ont été prises en otage et on se rend compte que les troupes militaires françaises sont mêlées à ces prises d'otages. On se rend compte que les autorités burkinabées sont liées à ces prises d'otages. Comme pour dire que lorsque Blaise Compaoré était là, eh bien, il était le grenier, le Burkina Faso était le grenier des terroristes, parce que nous avons encore les racines de cette gestion du terrorisme. Alors, fort de cela, le président Ibrahim Traoré a décidé de rompre les accords avec les troupes françaises. Et voilà que nous avons que la France, Macron, a recours à Alassane Ouattara pour parler d'un problème qui concerne le Burkina Faso. Ici, je vais considérer cette situation sur plusieurs volets. Parce que je voudrais dire que ce même jour, le 25 janvier, il y a la Cour pénale internationale qui se retrouve en Côte d'Ivoire. Le procureur de la Cour pénale internationale envoie des émissaires le même jour, le 25 janvier, pour parler avec le garde des Sceaux ivoirien. De quoi? On nous dit pour enquêter sur le camp Ouattara. Mais le procureur a besoin de moins 2 milliards de francs CFA, je crois, si je ne me trompe pas, 2 milliards de francs CFA, pour mener les enquêtes en Côte d'Ivoire. Et celui qui va financer les enquêtes sera celui-là qui aura raison. Et donc, nous savons que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Mais comment faire pour ne pas que le camp Ouattara se retrouve devant la Cour pénale internationale, accusé par la Cour pénale internationale? Eh bien, ce serait le second volet de mon intervention. Alors, le premier volet, c'est de mettre en évidence cette situation où nous voyons Ouattara en train de discuter avec la France de la situation du Burkina Faso. Eh bien, cette situation doit vous amener à vous remémorer les paroles du président Laurent Gbagbo au sujet d'Alassane Ouattara. Il a parlé de l'esbouffe d'Alassane Ouattara.
Pourquoi il a parlé de l'esbrouf d'Alassane Ouattara? Parce que Ouattara aime épater les Occidentaux qui méconnaissent l'Afrique profonde. Et quand on parle d'esbrouf, ça dépend de comment Ouattara s'est présenté aux Occidentaux. Ouattara s'est présenté aux Occidentaux comme le petit-fils de Sékou Oumar Ouattara, empereur du Congo, qui avait un empire qui était à cheval, qui gouvernait le Burkina Faso, une partie du Burkina Faso, une partie du Mali, une partie du Ghana, une partie de la Côte d'Ivoire. Donc Ouattara s'est présenté dans les médias et auprès des Occidentaux comme le fils d'un empereur. Donc lorsqu'on appelle pour résoudre un problème au Burkina Faso, on appelle non pas un président de la République, il faut que vous le compreniez, on appelle un empereur. Voilà pourquoi dans sa biographie, il a pris le temps de parler de cette descendance, qu'il est le petit-fils de Sékou Oumar Ouattara, qui a régné de 1665 à 1745. Et donc, quand aujourd'hui, bien avant cette rencontre, on vous parle à Sendou de ces petits-fils qui donnent des motos à l'armée pour lutter contre le terrorisme, cela déjà veut dire beaucoup de choses. Je vous ai parlé du rattrapage ethnique, mais je vais aller en profondeur pour que vous compreniez ce qui se passe. Lorsqu'il dit qu'il vient pour combattre le terrorisme, nous savons que les Burkinabés sont fatigués du terrorisme et beaucoup sont nostalgiques de Blaise Compaoré qui, lorsqu'il était au pouvoir, avait préservé le Burkina Faso des attaques terroristes parce qu'il était lui-même le grenier du terrorisme. Nous venons de le constater avec la prise d'otage de ces femmes au Burkina Faso. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des autorités politiques, il y a l'armée, des soldats de l'armée, selon ce qui a été dit, qui sont mêlés à cette prise d'otage. Ce qui amène le président burkinabé à demander le retrait des troupes françaises. Alors ici, il faut bien comprendre ceci. C'est un empereur qui active ses parents, sa dynastie, la dynastie Ouattara. Et c'est à ce niveau que vous allez comprendre toute la politique de Ouattara en Afrique. Qui est ce grand-père dont il parle? Sékou Oumar Bamba s'appelait au début, je crois, Sékou Oumar Abdoul Kader Traoré. Donc, c'était un Traoré. Un Traoré, fils du prince Thiéba Traoré, qui est lui-même fils de Manga Traoré, du Mali. Donc, Thiéba Traoré met au monde Sékou Oumar Abdelkader Traoré, qui s'enrichit autour de la région de Salaga et de Congo. Comment s'enrichit-il? Il s'enrichit grâce au commerce des esclaves, il s'enrichit grâce aux noix de cola, au sel et à l'or. Et il va étendre son règne jusqu'à Bondoukou, où nous savons que le ministre de Bondoukou, que vous connaissez bien, est si nous considérons cet aspect, est un de ses sujets, puisque Ouattara règne non pas en président de la République, mais en empereur, de manière discrète. Donc, il veut se faire le porte-parole du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et même du Ghana. Et il a échoué au Mali. Et alors, il active ses contacts au Burkina Faso. Alors, continuons au sujet de ce grand-père. Ce grand-père, donc, s'enrichit grâce au commerce d'esclaves et autres, et il est un peu le bodyguard, celui qui protège les caravanes qui traversent cette zone, et il s'enrichit. Il met sur pied une armée puissante, forte, et si tu veux avoir la promotion sociale à cette époque, il faut faire partie de son armée. C'est ce que nous constatons aujourd'hui avec Alassane Ouattara, qui a copié son grand-père, qui a mis sur pied une armée en Côte d'Ivoire, et la promotion sociale se fait à travers l'armée. Voilà ce que fait Ouattara. Et donc,
Ce Sékou Oumar Ouattara, grand-père de Dramane Ouattara, va à un moment chercher à conquérir le trône qui a été refusé au prince Tiéba Traoré, qui est le père du grand-père de Ouattara. Et ce trône était à Congo. Et ce trône a été pris par Bombélé, la Syrie. Et que fait le grand-père d'Alassane Ouattara? Le grand-père d'Alassane Ouattara, une fois devenu puissant, supprime Bombélé, la Syrie, il le décapite et il prend le pouvoir. Et quand il prend le pouvoir, il change son nom, Traoré, et il se fait appeler Sékou Oumar Ouattara. Et commence ainsi la dynastie des Ouattara. Avec pour frère, parce que lui il a pour frère Famanga, qui va vers Bobo Dioulasso, et il a un autre frère Bamba. Voilà que ces personnes règnent à la tête d'un empire. Et Ouattara se dit descendant de cet empire, et il poursuit l'œuvre de son grand-père. Le commerce esclave aujourd'hui consiste à soumettre les Africains à la France, à faire de nous des esclaves, pour que nous soyons maintenus dans une condition de servitude. Voilà ce que fait Ouattara aujourd'hui. Il a copié son père, son grand-père. Et maintenant, vous allez découvrir cet aspect important en Côte d'Ivoire. Ici, je viens de vous parler du Burkina Faso. Donc, si nous considérons le Burkina Faso et ses relations, les relations ethniques et ancestrales de Ouattara, nous allons découvrir que l'actuel président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, et Alassane Ouattara sont issus pratiquement de la même famille. Donc, on utilise l'empereur pour chercher à gagner du terrain au Burkina Faso, qui obéit au Moro-Naba. Dans sa majeure partie, c'est le Moro-Naba, chef traditionnel, l'un des chefs traditionnels du Burkina Faso, qui a beaucoup d'influence sur le peuple. Et donc, Ouattara commence à utiliser ses ramifications familiales pour réveiller la dynastie Ouattara et pour se débarrasser du président Ibrahim Traoré. Parce que Ouattara a besoin d'une base arrière pour reconquérir la Côte d'Ivoire qu'il est en train de perdre. La France a perdu le Mali et est en train de perdre le Burkina Faso. Donc on a besoin de reconquérir le Burkina Faso. Alassane Ouattara a besoin de reconquérir le Burkina Faso. Et donc, après ce coup d'État manqué du 31 décembre contre Ibrahim Traoré, nous attendons à un coup d'État plus violent. Et il faut dire que Sandaogo, lorsqu'il était face aux soldats qui étaient fidèles à Ibrahim Traoré, a menacé d'arriver au bain de sang. Ce qu'a dit Sandaogo, Damiba Sandaogo, ne sont que des propos sinon le projet caché d'Alassane Ouattara, qui veut se débarrasser d'Ibrahim Traoré pour reconstituer la base arrière qui doit l'aider durant les élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'une équipe qui gagne continue de placer toujours les mêmes pions. Donc, le président Laurent Gbagbo disait qu'on l'avait envoyé à la Cour pénale internationale pour ne pas en sortir. Et le président Laurent Gbagbo est ressorti de la Cour pénale internationale, acquitté avec Blé-Goudé. Alors, il y a eu une erreur quelque part. Il faut faire en sorte de corriger cette erreur. Et c'est ce que Alassane Ouattara est en train de faire. Et voilà pourquoi nous constatons le 25 janvier, Ouattara devant Macron, pendant que la Cour pénale internationale intervient en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, comment Ouattara a pris le pouvoir? Ouattara a pris le pouvoir en nous envoyant d'abord les dozos. Les dozos sont d'une école initiatique, d'une école ésotérique. Ésotérique,
que nous connaissons tous, le Poro. Donc Ouattara nous envoie d'abord des Dozo, et il s'appuie sur les Dozo qui font partie de cette dynastie dont nous avons parlé. C'est l'école, l'université en fait de cette dynastie, parce que celui qui n'est pas initié au Poro ne peut pas prendre la parole en public. Donc le Poro est d'abord un Poro communautaire avant d'être un Poro privé. Donc Ouattara va s'appuyer sur cette école mystique pour conquérir le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais voilà ce que fait Ouattara. Il n'utilise pas les divinités positives, les bonnes divinités, il utilise les mauvaises divinités qui passent par le sacrifice des bœufs, le sacrifice humain et autres. Et il reconquiert la Côte d'Ivoire parce que la guerre est en soi un moyen de sacrifier des âmes aux divinités, aux fausses divinités africaines. Parce qu'il y a de bonnes divinités, il y a de fausses divinités. Nous en parlerons après. Mais Ouattara, il faut comprendre, s'appuie sur le Poro pour prendre la Côte d'Ivoire, sur les Dozo pour conquérir la Côte d'Ivoire. Et nous assistons à une fusion de sang en Côte d'Ivoire. Et ainsi, Ouattara s'affirme en Côte d'Ivoire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le Poro, il y a un Poro communautaire qui est obligatoire, il y a un Poro privé où nous avons des initiés, où nous avons l'école ésotérique. Parce que dans le Poro, nous avons le cohorte, qui est une initiation prénubile. Et après, quand tu deviens adolescent, tu arrives au Din. Et on t'habitue aux corvées et autres, aux sociétés, parce que c'est l'école du Sikri. Là-bas, c'est la loi du Sikri. Et après, quand tu deviens beaucoup plus mûr, mature, tu arrives au Cholo. Et le niveau suprême, c'est le Kafono, où on arrive à des initiations et on parle des initiés masqués, cachés. Et ce sont ceux-là que Ouattara a introduit dans l'administration un peu partout, même quand ils n'ont pas le niveau. Parce que c'est cette université qui produit des fonctionnaires aujourd'hui à Ouattara, des soldats à Ouattara. Ce n'est plus l'école officielle. C'est ce que Ouattara fait. Voilà pourquoi vous allez voir des illettrés à des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont seulement initiés au Poro communautaire. Et il y a une solidarité qui se crée entre eux. Je le dis pourquoi? Parce que les Ivoiriens doivent comprendre qu'ils sont devant une force négative de nos origines africaines. Ils ne sont pas devant une force positive de nos origines africaines. Et là, nous avons affaire aux hommes crocodiles dont a parlé notre premier recteur de l'université dans son livre intitulé « J'ai vu son visage ». Eh bien, ici, les hommes crocodiles ont la capacité même de se métamorphoser pour être semblables à des crocodiles. Lorsque vous avez, par exemple, vous parlez de l'inondation en Côte d'Ivoire, et nous avons dans certaines zones des crocodiles qu'on repère, eh bien, sachez qu'on peut arriver à cette métamorphose. Je le dis pourquoi? Je le dis pour que vous sachiez que nous ne sommes pas dans un combat politique, mais nous sommes dans un combat aussi mystique, spirituel, où Ouattara repose sur des personnes qui ont fait des pactes avec lui, sur des divinités mauvaises, qui peuvent pousser même au suicide, qui peuvent pousser des gens à faire du n'importe quoi, parce qu'ils deviennent la porte d'entrée de ces fausses divinités dans la vie communautaire. Et donc, ici, vous devez comprendre que Ouattara veut reconquérir le pouvoir en reprojetant le plan qu'il avait conçu depuis 2010, depuis 2011. Ils ont échoué parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Alors aujourd'hui, on a constitué un dossier. Blé Goudé, par exemple, est accusé pour crime, pour homicide volontaire et autres, et sa condamnation n'a pas été levée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les enquêteurs de la CPI, la Cour pénale internationale. Lisez le nom des enquêteurs, vous comprendrez ce qui se passe derrière tout ça, vous allez voir leurs origines, parce que nous sommes là au niveau de la colonisation juridique, et vous allez comprendre que ces personnes sont venues pour recommencer
ce qu'ils ont fait en 2010-2011. Pour reprendre le pouvoir de manière subtile et violente, mais ils ont besoin d'un coup d'État au Burkina Faso pour enlever la figure souveraine, Ibrahim Traoré, qui se bat pour son pays. Et donc en Côte d'Ivoire, on nous envoie à la Cour pénale internationale pour introduire de nouveaux éléments au dossier, parce que la France a été humiliée par l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Et la France veut incriminer le ministre Charles Blé Goudé pour être blanchi, parce que le dossier que le président Laurent Gbagbo a en main accuse aussi bien la France qu'Alassane Ouattara. Le dossier que le Mali a présenté à l'ONU accuse aussi bien la France que Ouattara.